sur Radio Asso 100.7 à Montauban. Vous reconnaissez le générique? Eh bien, nous sommes dans l'émission Chronique Santé. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 14h07. Nous avons aujourd'hui avoir un sujet qui va interpeller énormément d'auditeurs et d'auditrices. Alors, d'abord, bonjour Lise. Bonjour Alain et bonjour à tous et à toutes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, oui. Donc je suis votre serviteur, Alain Pêcheux, responsable du centre Armovie Santé à Montauban. Nous sommes sur le 100.7 Radio Asso et je reçois donc Chantal Loire, présidente fondatrice de l'Association française des malades de la thyroïde. Bonjour Chantal. Bonjour. Et nous avons aussi en direct le docteur Jean-Marc Comas, endocrinologue. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Merci donc à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors je vais commencer par le docteur Jean-Marc Comas car je sais que vous êtes pris aussi par votre travail. Donc on va surtout parler des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme information ? Ces informations sur les perturbateurs endocriniens sont vastes, comme vous le savez et vous l'entendez quasiment au quotidien. Il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui se sont emparés du sujet. Alors moi, c'est un sujet que je traite depuis 2003. J'avais écrit à l'époque un livre qui s'appelait « Homme mode d'emploi, la levée des tabous » et j'avais fait un grand chapitre sur l'environnement parce que j'avais été largement surpris et même choqué par un rapport qui datait des années 80, qui avait été enterré et qui émanait d'un ministère scandinave et qui disait les répercussions sur l'environnement sur le développement, la reproduction des animaux. Et à partir de là, je m'y suis intéressé, j'ai fouillé et je me rends compte au fil du temps que la route est encore longue. On les trouve dans beaucoup de produits, tous ces perturbateurs, surtout au niveau, je voudrais parler des lingettes pour bébés, mais il y a aussi, on en a parlé l'autre jour avec Chantal à propos des produits qui passent au micro-ondes. Oui, exactement, on en trouve partout. Bon, on a recensé, je suppose qu'on en est loin, à peu près 800 substances en capacité d'être un perturbateur endocrinien. Alors pour vos auditeurs, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui est capable de gêner le fonctionnement thyroïdien, que ce soit au niveau de la fabrication des hormones, au niveau de son site d'action sur les cellules, au niveau du noyau cellulaire même. Ça peut donner tout un tas d'effets indésirables, soit ralentissement, soit accélération de la fonction thyroïdienne, mais en même temps de multiples cancers qu'on dit hormonodépendants ou même des lymphomes. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer de contrecarrer cette problématique ? Ce qui pourrait être fait devrait être fait déjà au niveau de l'Assemblée nationale, de nos instances qui décident, mais aussi au niveau de l'Europe. Moi, je suis profondément européen, mais comme beaucoup aussi, je suis spectateur du dysfonctionnement européen quand il s'agit de voter des lois d'importance comme ça pour réguler justement les perturbateurs endocriniens, parce que il y a le jeu des lobbies. Je vois que j'ai pu constater que à 3 reprises, la Commission européenne n'a pas présenté à l'Assemblée européenne une loi tenant la route sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a des lobbies. Quand vous voyez que l'Allemagne, alors que l'Allemagne fait vraiment tout ce qu'il faut pour tout ce qui est environnement au niveau de l'énergie, on sent que l'Allemagne, dès qu'il y a un lobby de manufactures comme Bayer qui vient de racheter Monsanto, il freine largement sur les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Donc là, nous avons de la réelle politique et du lobby. Malheureusement, dans notre quotidien, on a toutes ces pathologies, tous ces malades et toutes ces choses qui n'avancent pas. Et en tant qu'endocrinologue, est-ce que vous arrivez à trouver des alternatives pour pouvoir aider vos patients ?
Moi, on me pose pas franchement la question sur les perturbateurs endocriniens en général. C'est moi qui vais plutôt au contact des patients dans les discussions en disant, écoutez, quand je les vois au quotidien, est-ce que vous vivez à côté de vergers, est-ce que vous avez telle ou telle pratique, etc., etc. Parce que moi, je suis confronté aussi dans mon métier, en dehors des problèmes de thyroïde, où il y a une grosse influence aussi des perturbateurs endocriniens, je suis confronté à des problèmes de stérilité masculine, des problèmes de puberté précoce, des problèmes de cryptorchidie, c'est-à-dire des testicules qui descendent pas, des problèmes de petits pénis qu'on appelle les micropénis, des problèmes de malformation génitale. Tout ça, en grande partie, c'est lié à des perturbateurs endocriniens. C'est d'ailleurs une étude montpelliéraine d'endocrinopédiatrique qui avait alerté en France sur le sujet. Et moi, je suis très content parce que vous le savez peut-être pas, vous l'avez dit, mais je suis en région Limousin et là-bas, c'est la pomme. Et qui dit pomme dit verger, qui dit verger dit pesticide. Et là, dernièrement, au mois de mars, il y a une charte qui vient d'être signée entre une association de médecins qui avait initié, justement, qui avait dit en France on voudrait 0 pesticide. J'étais parmi les 40 premiers signataires. Ça a fait son chemin puisque là, dernièrement, il y a eu signature d'une charte entre cette association, les pomiculteurs eux-mêmes et les riverains pour dire déjà, faisons un premier pas, évitons les problématiques d'épandage. Mettons en place une charte. Mais il faut aller plus loin. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une avancée, que si on essaie de s'ouvrir un peu, il y a moyen quand même de faire de très belles choses. Il y a moyen de faire des très belles choses, c'est-à-dire que la base se mobilise, c'est-à-dire à la fois, par exemple, les pomiculteurs, pour ce que je connais, eux, ils sont sensibilisés à ça, mais ils sont coincés aussi dans leur production par les normes qu'on leur impose, les lobbies, etc., etc. Mais ils se sont rendus compte au fil du temps qu'eux-mêmes étaient malades, malheureusement, et qu'il fallait faire quelque chose entre tout le monde. Et c'est bien qu'ils donnent l'exemple, parce qu'au niveau national, ça ne suit pas. Au niveau européen, je vous en ai parlé, il y a les lobbies qui freinent. Donc, il faut à la fois qu'il y ait des élus qui portent la chose au niveau national et européen, mais il faut aussi qu'il y ait des... Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous nous mobilisons entre les producteurs et les consommateurs et les riverains pour essayer de sortir de cette inondation en perturbateurs endocriniens du côté des pesticides. Je ne parle pas de ceux qu'on a au quotidien, comme vous l'avez dit, dans les lingettes, dans le plastique, dans certains produits particuliers. On respecte pas l'humain, en fin de compte, on s'aperçoit que derrière c'est qu'un contexte financier, pas cette réflexion de savoir qu'on abîme aussi la santé des individus là. Bien sûr, on abîme la santé des individus. Et en plus, on l'abîme en priorité, malheureusement, chez des personnes fragiles, comme les femmes enceintes, les embryons, les jeunes enfants, parce que malheureusement, tous ces perturbateurs endocriniens, ils sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils adorent la graisse. Donc, ils vont se loger pendant la grossesse dans la graisse que prend la femme enceinte, et le fœtus, l'embryon, baigne dans le liquide amniotique qui est riche en ces perturbateurs endocriniens. Et à ce stade-là, ça va entraîner des maladies qui peuvent être transmises ensuite de génération en génération. Donc là, il faut alerter la chose. On n'est pas sorti de là, dans ces cas-là. Non, on n'est pas sorti de là, mais il faut bien faire quelque chose à un moment donné, parce que ces perturbateurs endocriniens que vous retrouvez dans le sol, leur durée de vie, pour la plupart, est de 100 ans. C'est-à-dire que quand vous arrêtez la production d'un produit, comme ça, il est encore pour 100 ans dans le sol. Donc c'est dire qu'il y a urgence à faire quelque chose. Et on se dit, finalement, on définit des normes où tel perturbateur endocrinien va pas être toxique. Mais on les connaît pas franchement, ces normes. Et très souvent, c'est un effet cocktail, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 plus 1, alors qu'ils sont censés être donnés sans dépasser les normes, qui vont être beaucoup plus toxiques par effet additionnel. Oui. Donc il faut un réveil des consciences, simplement, et faire en sorte qu'il y ait un moratoire et qu'on dise non, on décide dans notre société 0 pesticides, on supprime les perturbateurs endocriniens et à partir de là, on raisonne. Vous avez écrit un livre, Planète Thyroïde, Dr Comas. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Moi, je l'ai lu, votre livre, et je trouve que vous faites partie aussi de ces précurseurs dans la médecine, cette ouverture aussi vers un monde, on va dire, un peu meilleur. Déjà,
le contenu, enfin dire assez rapidement de votre livre, parce que c'est vrai qu'il est très intéressant. Le contenu de Planète Thyroïde, il est ubiquitaire parce que en dehors du fait de relater les différentes maladies, j'essaie d'être un lanceur d'alerte sur les problématiques. Je sais que Madame Loire, la présidente de l'association, est aussi très sensible à plein de choses autour du nucléaire, elle vous en parlera, mais autour des normes des laboratoires qu'on donne qui sont erronées, autour des différences de territoire, malheureusement, dans les possibilités de prise en charge de tel ou tel dosage, telle ou telle pathologie, prise en charge de pathologies thyroïdiennes comme les cancers. J'essaie aussi de dire que pour la recherche, il faudrait qu'on fasse une connexion entre le monde animal et le monde humain, non pas expérimental comme avant, mais se rendre compte qu'il y a des choses surprenantes entre les pathologies thyroïdiennes de l'homme et des animaux. J'essaie d'être proposition pour l'avenir et je fais aussi un constat sur ce qui n'a pas avancé depuis que j'ai écrit mon premier livre sur la thyroïde. Je fais aussi un saut dans la nutrition, dans les problèmes de thyroïde, mais aussi cette nouvelle science qui est la nutrigénétique, la nutrigénomique. J'explique tout ça dans mon livre. C'est pour ça que ça s'appelle Planète Thyroïde, parce que finalement, c'est un monde qui est très peu exploré, même si on a l'impression d'en entendre parler tout le temps, parce que de plus en plus de gens sont touchés par ça et malheureusement banalisés. Moi, je suis le premier à dénoncer qu'il y ait un seul traitement pour l'hypothyroïdie qui doivent traiter des millions de personnes dans le monde. C'est pas normal. On est équipé dans chaque organe de notre corps de récepteurs aux hormones thyroïdiennes, tous différents. Donc, on devrait avoir un traitement à la carte, ou du moins disposer de molécules qui permettent à certaines personnes de sauver carrément leur vie, parce que certains deviennent malheureusement des légumes, entre guillemets, ou dépendants de thérapeutiques psychotropes, simplement parce qu'ils n'ont pas un traitement adapté à l'hypothyroïdie. Il faut essayer en quelque sorte, oui. Il faut essayer de trouver on va dire une adaptation à chaque patient, en fin de compte, puisqu'on est tous différents. Tout à fait. Donc ça passe par l'écoute, ça passe par l'examen, et malheureusement à un moment donné aussi ça passe par le progrès, et c'est ça qu'il faut obtenir. Il faut obtenir des molécules qui nous aident à personnaliser les traitements. Il faut que le monde s'ouvre un peu plus, et puis qu'on soit plus dans le partage et dans l'écoute aussi de tous ces messages. Ça, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on peut se procurer votre livre, Dr Comas ? Alors moi je pense qu'il faut passer par l'Association française des malades de la thyroïde qui le vendent. Bien sûr, j'ai un site www.planète-thyroïde.fr, mais c'est bien de passer par l'association parce que à ce moment-là vous les aidez. Voilà, donc c'est bien de l'obtenir par eux. Alors on va faire passer le message tout à l'heure à la fin de l'émission en donnant donc toutes les coordonnées nécessaires pour que l'association puisse aussi on va dire profiter aussi de ce partage pour aussi avancer et puis pousser un petit peu plus les portes, quand je sais que c'est pas très facile pour eux non plus. Donc c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, on va dire. Et moi je vous remercie, docteur. Je sais que vous êtes pris. Merci de passer ce petit moment avec nous. De toute façon, les personnes ont pu vous rencontrer au salon du Livre Thérapeutique Auteur qui a eu lieu le 12 février 2017 à Montauban. Et je vous ai eu l'autre jour au téléphone. Vous êtes cordialement invité pour le 11 février 2018 avec aussi l'association française des malades de la thyroïde, donc Chantal Loire, qui sera présente aussi sur le salon. Je l'espère, et ce sera un honneur pour nous de vous recevoir. Écoutez, je serai présent et c'était très bien organisé, j'ai fait de belles rencontres et je souhaite à ce salon de grandir, vivement. C'est moi qui vous remercie, docteur. Ça nous réchauffe aussi, ça nous permet de se battre, parce que je vous ai dit l'autre jour que c'est pas facile de pousser les portes, qu'on nous met aussi des bâtons dans les roues, et que c'est pas toujours évident dans cette société où il y a quand même beaucoup de méchanceté, d'hypocrisie, je le dis même à la radio, et que quel que soit le combat, eh bien on essaie d'avancer, et qu'il faut absolument avoir confiance et se dire qu'un jour le monde des préjugés s'ouvrira. Donc merci, un grand merci à vous, docteur Comas, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci à vous et à vos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir. Chantal Loire, donc présidente fondatrice de l'Association française des malades de la thyroïde, donc la FMT.
Donc votre association a été créée donc en février 1999, hein, Exact. si je ne me trompe pas, et puis par l'intermédiaire de 6 malades qui étaient atteints de pathologie thyroïdienne. Oui, notamment d'obésité. Ça a commencé sur des problèmes d'obésité. Et là, c'est vrai que d'entendre le docteur Coma, je me dis que c'est un grand parcours. Parce que quand on a commencé l'association, on a écrit à tous les médecins du Tarn-et-Garonne et même Haute-Garonne pour les inviter à une réunion qu'on organisait. Et sur près de 400 invitations, il y a eu 3 médecins qui se sont déplacés et qui sont toujours restés très proches de l'association. À cette époque-là, on ne connaissait pas le docteur Coma. Mais nous, on voulait savoir pourquoi. Parce qu'on est dans un monde où on dit, tu es malade, c'est faux, t'as pas de chance. Et pas de chance arrange un système. Et ça, on en est de plus en plus convaincus. C'est vrai que là où le docteur Comas a complètement raison, c'est que on a pu monter des dossiers, on voit les cas des pathologies des malades, et je peux dire qu'en 20 ans, ça s'est aggravé. Ça s'est vraiment aggravé méchamment. J'habite un village de 825 habitants. Je vous donne un exemple. Eh bien, on a des pathologies qui représentent 1 cas sur 1 million, notamment le cancer des ovaires des enfants. Donc là, on ne peut pas dire que c'est la génétique et que c'est faux, t'as pas de chance. Et là où je remercie vraiment profondément des gens comme le docteur Coma, le docteur Guillet et ceux qui ont épaulé l'association, c'est qu'ils ont encore cet esprit des consciences, cet esprit de vouloir changer les choses, parce qu'on a été très déçus, je le dis franchement. L'endocrinologie, en général, c'est la diabétologie. Ils ne sont pas immunologues. Et ils ont affaire à des maladies de plus en plus auto-immunes qui touchent la thyroïde, la Hashimoto, la Basedow, qui sont souvent des réactionnels. Donc, nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas médecins, mais nous poussons, et c'est ça le sigle qu'on a pris du point d'interrogation pour l'association, c'est l'esprit de recherche, dont la France pouvait être fière à une certaine période. Et là, c'est vrai que la plupart des associations de santé ont un cursus pour être reconnues, où elles sont obligées de passer par des aides financières. Nous, je le dis franchement, en 20 ans, on a toujours refusé toute aide financière des laboratoires. Parce que pour moi, c'est pas de la bonne recherche. J'ai eu la chance d'aller à l'INSERM, à Paris, et j'ai vu des gens des 4 coins du monde, des petits Coréens, des petites Chinoises qui travaillaient sur des labos de 10 mètres carrés avec un salaire de misère, mais qui étaient dans le juste. Et notamment qui travaillaient sur déjà les perturbateurs endocriniens et la fécondité. Donc, je pense qu'on connaît les causes, on connaît la gravité de ce qu'on laisse derrière nous à nos enfants, aux générations futures. C'est vrai que l'association, dans les perturbateurs endocriniens, et évidemment il y a le chimique, mais il y a aussi le nucléaire. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à cette problématique parce que, comme vous le savez, le nuage de Tchernobyl n'était pas passé sur la France. Et ça devrait donner du courage à des milliers de gens. C'est qu'une poignée de malades, en se demandant le pourquoi des choses, a osé poser la problématique au tribunal de grandes instances de Paris. Donc on a déposé plainte. Ça a permis d'ouvrir les portes. On a eu une justice qui a quand même fait des perquisitions. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas si fou que ça. On en a fait une bande dessinée. On s'est rendu compte que non seulement ils savaient que le nuage est bien passé, mais ce qui est très grave, et là je le dis pour les agriculteurs du coin aussi, c'est que la France est le seul pays d'Europe qui n'avait pas fermé ses frontières aux aliments radioactifs qui venaient de l'Est. Donc on se trouvait avec une problématique que nous, on n'a pas accepté les normes européennes de 600 par kilo, on a mis 100 000 par kilo. Donc on a été une porte ouverte. Et c'est ça que je me dis, on a la démocratie qu'on mérite. Les gens, quand ils sont malades, ça devrait peut-être, comme je dis, les grandir. Se poser des questions, à s'engager, à réfléchir de ce qu'ils vont laisser derrière eux. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, la maladie
nous a, je dirais, grandi et aussi rendu beaucoup plus civiques. Et maintenant, par les temps qui courent, entendre le courage du docteur Coma, parce que c'est sûr qu'il ne s'est pas fait des copains dans le monde médical de tous côtés. Un se divise toujours en deux. Je dis aux gens, ayez le courage de vous poser les bonnes questions. C'est le rôle de l'asso. Et il y a un truc qui est incroyable. Dans notre conseil d'administration, depuis qu'on a créé l'association, j'ai eu des femmes avec 3 cancers. Elles sont arrivées ballantes en se disant cancer lymphome, thyroïde et sein. Et comme dit le docteur Coma, c'est souvent lié dans les graisses. Et finalement, on a trompé le pronostic médical. Elles sont là, elles sont vivantes. Et je pense que dans la maladie, il faut trouver cette énergie d'être en groupe et de pouvoir faire face à cette situation et être d'autant plus motivé pour changer les choses. Le fait de s'épauler, puis de donner une force, ça amène aussi une énergie importante, et je pense que c'est aussi là, parce qu'on a besoin d'écoute quand on est dans la maladie, quand Absolument. On est perdu. C'est la première chose, il y a le traitement, mais c'est surtout déjà une écoute. Et à partir du moment qu'on a une personne ou un groupe, c'est du collectif, qui puisse aussi prendre le temps de nous écouter, on va aller chercher aussi ces informations. Je crois que c'est aussi ce que les individus ont besoin pour pouvoir après les tout a un prix. Tout a un prix, le travail a un prix. Et souvent on a sollicité l'association pour aller dans le sens de dire bon, on va faire un procès. Je pense que le procès, il faut le mener contre les multinationales qui créent les produits. Et il faut aussi que le consommateur accepte que la pomme, elle dure pas jusqu'au mois d'avril, et voilà quoi. Donc c'est toute une éducation à avoir qui en fait est le bon sens, et que tout le monde peut être heureux quelque part avec de bons produits. Et comme disait le docteur Coma, c'est eux les premières victimes, parce que nous, ça fait quand même 30-40 ans qu'on habite là. Ce que j'ai vu, c'est un gâchis total de gens qui étaient vraiment victimes de leurs produits. Je me rappelle un voisin qui n'a pas pu avoir de gosse, avec le Gramoxone, il avait mis son bras dans sa cuve de traitement. Je vous explique pas l'état de la peau. Elle partait en lambeaux. Il a eu une très grave maladie après, qu'on appelle la maladie de Kaller, et c'est pas du au hasard. Donc, en fait, ils se rendent pas compte. Et je pense que le rôle des bons médecins, je dirais, c'est de les éduquer. Et du bon citoyen, c'est d'éduquer le consommateur aussi. Voilà. Il y a peut-être une irresponsabilité aussi de l'humain, parce que les individus, vous savez, même certains, quand ils sont dans la maladie, il faut les porter, il faudrait tout faire. Il n'y a pas cette prise de conscience aussi chez certains. Oui. Alors que ça n'arrive pas par hasard. On va aussi des fois directement se jeter, comme je dirais, dans la gueule du loup. Je vais me dire, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Je pense que le fait, de par ces émissions de radio, de faire bouger les associations, à un moment, il va y avoir une évolution par rapport à ça. Mais on est dans un monde qui est un peu illusoire à ce niveau-là, je trouve. On se laisse endormir par beaucoup de choses, et quand on se réveille, malheureusement, beaucoup en payent les pots cassés, parce que on n'améliore rien, et puis derrière tout ça, on va supprimer, on va réduire des tas de choses, même au niveau de la sécurité sociale, on supprime des médicaments, et derrière, on fait tout pour en ces gens malades. Ben voilà, donc c'est vrai que il y a un problème, il y a quelque chose, un dysfonctionnement, mais il faut rester confiant dans cette démarche. Je pense que chaque petite particule sur cette terre doit avancer. Comme je dis, on est tous des lumières. Bon, il y en a peut-être qui sont éteintes, il y en a peut-être qui sont pas très belles, mais c'est un combat de tous les jours. Vous l'avez dit tout à l'heure très justement, le docteur Comas, pour moi, est un être aussi exceptionnel. J'en connais quelques-uns, mais comme je dis, très peu, parce que malheureusement, ils sont pas tous dans ce fonctionnement, et il faut dire qu'il y a un système qui est complètement toxique. Et là, j'espère oser en parler. J'ai été 11 ans à la Sécu, bénévole non payé, j'insiste. C'est très important. Est-ce que vous savez que les médecins touchent des CAPI ? Des CAPI, c'est-à-dire des intéressements sur le suivi d'un malade. Par exemple, un malade qui se fait vacciner, un malade qui fait son vaccin anti-grippe, qui se fait sa prise de sang, qui est cholestérol, machin, eh bien le médecin
si le malade n'est pas en affection longue durée, touche 10 € par an par patient. Et si le malade est en affection longue durée, c'est 40 € par patient, à condition qu'il suive le protocole, comme on dit. Ce qui veut dire que les médecins touchent une moyenne entre 8 000 jusqu'à 23 000 € par an pour obéir à ce système. Donc c'est vrai que quelqu'un qui prescrit de l'homéopathie ou de la phytothérapie n'est pas dans les cordes. Ouais. Et déjà, le mal est là. Et mon propre médecin m'a dit, je craquerai pas, et finalement, il a craqué. Parce qu'il s'est dit, pourquoi pas moi? Et je connaissais la liste, très peu n'avaient pas craqué. Mais l'argent attire l'argent. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout un système de reconnaissance. Et c'est vrai aussi, il faut se battre aussi pour que des associations comme les nôtres puissent vivre, parce que on va monter la barre tellement haut pour être reconnu utilité générale comme on l'est, on doit faire partie de structures. Et quand on voit plus haut que ces structures sont subventionnées par Sanofi, pour moi, voilà. C'est une des raisons pour laquelle j'ai donné ma démission, la démission de l'association à certaines structures. Parce que j'ai dit, ça colle pas avec notre idéal, je dirais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Le rôle de l'association, c'est la prévention, d'aider les gens, de les accompagner, de mettre en alerte. Là, c'est dommage que le docteur Coma n'est plus là, parce que un problème thyroïdien, avant qu'il arrive et qu'il devienne pathologique, ça met du temps. Ça vient pas du jour au lendemain. Et on s'est rendu compte que chez des enfants, l'association, elle a souvent recours à ça. Des gens voient leurs enfants pénalisés parce qu'ils sont lents au niveau scolaire. Lents, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont dépressifs, ils se laissent aller, bon. Et on a même eu des jeunes qui ont tenté de se suicider. Et je peux dire que je connais quelqu'un à Montauban, en hôpital psychiatrique, en pédopsychiatrie, on lui a soulevé le problème et je sais que maintenant, ils font l'investigation thyroïdienne. Et souvent, c'est bingo. On se trouve avec des taux catastrophiques de TSH, d'anticorps et j'en passe. Donc, nous, ce qu'on avait voulu, c'est qu'on fasse aux grandes périodes de la vie, là où il y a les chamboulements, c'est-à-dire à la naissance, on fait le test de Guthrie d'office, donc on sait s'il y a une pathologie thyroïdienne ou pas. Par contre, après, on lâche les gens dans la nature, et au moment de l'adolescence, au moment de la reproduction, qui sont les grandes périodes de vie, on voudrait qu'il y ait un suivi. On avait même proposé à la CPAM de Montauban de faire une classe test, par exemple sur Moissac, avec une prise de sang sur tous les enfants de 12 ans, pour avoir une connaissance globale des enfants qui pourraient être à problématique endocrinienne. Bon, ça a été refusé, c'est dommage. C'est dommage parce que un gosse qui est pas soigné à temps, je vous assure qu'un problème thyroïdien pris à temps, bon, c'est vrai que il y a les hormones thyroïdiennes globales, il y a l'alimentation, tout, on parviendrait à gérer. Moi, j'ai le cas dans ma propre famille de quelqu'un qui avait une déficience débutante qu'on a pu gérer et qui maintenant est sans médicaments, qui a pu se reproduire, qui n'a pas de problème. Donc, la prévention, les prises de sang, ça vaut 17 €. 17 €. Regardez ce qu'on donne pour le reste, quoi. Mais oui. Eh bien, c'était refusé. Voilà. C'est un peu dommage. Oui, absolument. C'est un peu dommage. Ça fait bien voir qu'on est dans un système où on n'en a rien à faire, en fin de compte. Et non. C'est dommage. Des associations comme la vôtre, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont honnêtes et sincères. Je le dis quand même. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Troisième partie donc de l'émission. Nous allons faire une petite aparté. Donc, il y a eu Tchernobyl en 1986. Il y a eu Fukushima, qui n'est pas si vieux que ça. Et dernièrement, au mois d'octobre l'année dernière, il y a eu une fuite, un problème à la centrale de Halden en Norvège. Et puis ça a été annoncé janvier 2017. Donc ils ont détecté une fuite qui est à la limite de la frontière suédoise. Et ça a été un petit peu caché pour éviter encore d'alerter l'opinion publique. Donc je dirais que c'est quand même une chaîne sans fin. Il y a toujours quelque chose qui vient se greffer et c'est difficile de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. C'est un lobby. Qui a installé la centrale de Fukushima? La France. Qui a installé Halden, modèle EPR français. 1959, cette centrale.
Et en fait, c'est une économie toxique. Je regrette de le dire. Parce qu'il n'y a pas de centrale sans uranium. Où est-ce qu'on va chercher l'uranium ? Alors, ça va durer combien de temps ? Je ne sais pas. Mais bon, vous parlez de loin. Mais on a quand même aussi Golfech. Et là, là, je sais qu'ils ont droit, dans le journal officiel, par arrêté préfectoral, à rejeter des milliards de becquerels par an. Donc, c'est pas un plus pour la santé, c'est sûr. Et là, j'ai vraiment... Enfin, on a vraiment très très peur de l'avenir pour nos gosses parce que elles arrivent au terme de leur longévité. Il faudrait changer tout le parc. Et on sait que même l'Agence à la sécurité nucléaire reconnaît qu'un accident en France grave, niveau Tchernobyl, n'est pas impossible du tout parce que on met plus l'argent là où il faut. Est-ce que c'est une bonne solution de mettre l'argent là ? Moi, j'ai dit non. Et c'est aussi un perturbateur parce que, si vous voulez, si on parle rien que de l'iode radioactif, la thyroïde fonctionne avec des hormones qui sont à 95% faites d'iode. Notre thyroïde ne voit pas la différence entre l'iode radioactif et l'iode normal. Donc, elle va produire, elle va absorber cette iode et elle va l'organifier en hormones qui vont circuler en hormones radioactifs dans le sang. Là, je pense que c'est dantesque parce que on nous a tout fait. Le professeur Pellerin, à l'époque, pour parler de Tchernobyl, avait dit il n'y a eu que 34 morts et encore, c'est peut-être des gens qui se sont saisis en prenant le fossé et c'est dû aux poutrelles qui sont tombées. Moi, je dis c'est un crime contre l'humanité. Je vous conseille d'ailleurs de voir l'émission ce soir de l'OMS sur Arte parce que tous les chiffres ont été truqués. Donc l'Office mondial de la santé, qui était sous la gouvernance quand même de la France, il faut voir un peu l'histoire du traité de Rome et tout ça, c'est un peu complexe, mais la BD l'explique bien. En fait, Tchernobyl, selon l'Académie des sciences à New York, aurait fait officiellement plus d'1 million de morts, quoi. Et il faut voir maintenant les gens, comment ils vivent là-bas. Comme disait le docteur Coma, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est plus de 100 ans qu'il faut quitter les terres. Moi, j'aime mon jardin, j'aime ma terre, je m'imagine que je dois quitter mes hortensias, mes roses, à vie. Est-ce que les gens s'imaginent le prix qu'on donne à ça ? Je sais pas. Tu peux peut-être expliquer Halden, parce qu'Halden, c'est pas fini. C'est pas fini du tout, la centrale en Norvège. En fait, ils ont un cœur qui s'emballe et qui savent pas comment l'arrêter, quoi. Donc, c'est de la petite radioactivité par rapport à Tchernobyl, mais tout le temps. Puisqu'ils ont même trouvé des traces au Portugal. Donc, ça veut dire que ça touchera tout le monde, de toute façon. Ouais. Personne ne peut passer à côté. Non. Chantal, vous avez Marcel, votre mari à côté, qui est scientifique. Est-ce qu'il peut nous en dire 2 petits mots ? Mais c'est-à-dire, je sais pas exactement ce qui s'est passé à Halden, donc je peux pas me prononcer là-dessus, à part que le rejet des gaz isotopes radioactifs, c'est quasiment impossible à le retenir. C'est pour ça que tout à l'heure Chantal disait par exemple, Golfech a le droit de mettre autant de milliards de becquerels de rejet de radioactivité, mais c'est techniquement c'est normal, c'est impossible à retenir les gaz. C'est-à-dire, on peut, dans le bon fonctionnement, je dis dans le bon fonctionnement de centrale nucléaire, on peut retenir les matières liquides, donc l'eau qui serait contaminée et des matériaux comme les aciers, on peut le contenir jusqu'à démantèlement, théoriquement. Hein. Je parle en dehors d'accidents qui peuvent survenir, espérons que non. Mais les gaz, on ne peut pas le retenir. Le xénon, le tritium, c'est donc d'hydrogène, un isotope d'hydrogène, il s'en va dans la nature et on ne peut pas le retenir. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va tout le temps
être en contact avec les gens qui sont directeurs des centrales nucléaires, des sites où on essaye de diminuer la radioactivité, le stockage. C'est impossible de les retenir. Donc ça veut dire que, en fait, on est obligé de vivre avec toutes les conséquences. Mais les conséquences, elles sont énormes. Voilà. Donc moi, j'accuse pas comme ça, vite fait, les ingénieurs dans le nucléaire. Je peux pas m'imaginer que quelqu'un qui est techniquement bien au courant et qui a en conscience, qui a en famille chez lui, qui peut dire, voilà, c'est pas vrai. Après, on va comprendre pourquoi il y a un taux de stérilité aussi chez les hommes en France, parce que c'est vrai qu'il évolue aussi. Ah oui. Il faut pas l'oublier. On disait que la femme, bon, après, on a parlé souvent de la pilule, de toutes ces choses-là. Non. Mais quand on écoute bien, on se rend compte qu'il y a certainement un lien aussi, à mon avis, par rapport à ça, parce que ça, il y a une évolution, mais pas dans le bon sens à ce niveau-là. Mais déjà, le nombre de fausses couches qu'il y a eu, qui n'ont pas été comptabilisées au moment de Tchernobyl. Et ils ont reporté l'état des décès des femmes qui étaient enceintes ou qui ont accouché à 1 mois parce que ça enlevait une portion de 600 000 fœtus. Donc il y a eu une conséquence directe de cela. Et c'est vrai que là sur Fukushima, la situation, elle est vraiment grande parce qu'ils n'ont pas pu évacuer autant de terre. Ils sont en train de culpabiliser les gens pour revenir. Et il y a une chose qui est très importante, et c'est pour ça que je pense que dans la prévention, il faut, entre autres, demander à votre médecin de déceler la maladie d'Hashimoto. Parce que nous, quand on a commencé l'association il y a 20 ans, on a connu un endocrinologue qui avait pratiqué jusqu'en 1980 et qui disait « Je n'ai eu qu'un cas dans ma clientèle ». Et cette maladie, elle est connue depuis Akazu Hashimoto en 1914. Donc elle était bien connue de façon scolastique. Et maintenant, ce qu'on voit sur Fukushima, en France, qu'on voit sur Tchernobyl et partout, c'est une déficience immunitaire de la thyroïde. La thyroïde qui se fait attaquer par son propre corps, par des anticorps qui attaquent la thyroïde. Et cette maladie est souvent un lit, cette maladie auto-immune, qui détruit les défenses immunitaires de l'organisme et qui fait que souvent, sous cette maladie d'Hashimoto, on voit s'installer des lymphomes, s'installer d'autres pathologies très graves. Et c'est là aussi que je pense que volontairement on ferme les yeux sur beaucoup de choses. C'est bien dommage de voir tout ça. C'est bien dommage. Ça prend vous savez qu'il y a des centrales où on leur donne des petites pastilles. J'ai le cas, moi, d'un petit cousin qui travaillait dans une centrale du côté de Blois, et on lui donnait des petites pastilles. Et j'ai une cousine qui a eu un problème de glande thyroïde. Et on lui a enlevé, évidemment. Mais les pastilles d'iode, elles sont dans toutes les centrales pour saturer la thyroïde en cas de pépin. Voilà. Ce qu'a relevé le secret d'instruction, la juge Berthelat a perquisitionné toutes les centrales parce qu'elles avaient des radiaires à base de charbon qui savait la dose exacte de la radioactivité de Tchernobyl heure par heure. C'était enregistré. Donc il a fallu perquisitionner les centrales pour qu'on se rende compte de la gravité du passage du nuage. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, le personnel des centrales s'était distribué les pastilles d'iode entre eux. Donc ils avaient bien conscience de la gravité du problème. Je pense qu'ils sont... D'ailleurs, il y a eu chez les messieurs une recrudescence de problèmes de prostate aussi. Ce sont des glandes. Hein. On l'a pas dit, mais moi je l'ai su bien en amont. Mais parce que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de l'organisme. Oui. Ça travaille avec l'hypophyse, ça travaille avec les ovaires, ça travaille avec les gonades. C'est un régulateur. Donc, quand il y a quelque chose qui dérape, ça dérape sur toute l'échelle, quoi. L'émission ne sera pas assez longue aujourd'hui, ça passe tellement vite. On va simplement dire que donc le livre du docteur Comas, on peut le retrouver donc à l'association, ainsi que la bande dessinée de Tchernobyl, Un nuage sans fin. Le docteur Comas, son livre, vous envoyez 25 €
à AFMT 82 700 Bouet. La bande dessinée qui a été faite par l'association, c'est 20 €. AFMT 82 700 Bouet. Je peux intervenir là, parce que par rapport à la bande dessinée, il y a un site à côté, donc chaque image ou chaque chose qui est dit est vérifiable. Est vérifiable, et donc on peut regarder sur le site pour avoir beaucoup plus de détails. Il y a tout le secret d'instruction sur le site. D'accord. Voilà. Et le site est L'adresse du site? Oui, il est dans la bande dessinée. Alors je vais donner l'adresse mail de l'asso. Voilà. asso.thyroïde@gmail.com, et je vais laisser le numéro aussi de Chantal parce qu'on peut vous joindre Oui, le mardi après-midi. au 05 63 27 50 80. Et voilà. Et venez nombreux soutenir l'association de Chantal Loire, c'est très important. Et plus, voilà, on sera en force. Et si vous avez des soucis aussi de glande thyroïde, vous pouvez passer par Chantal, qui, voilà, pourra en parler. On est nombreux, c'est pas Chantal, heureusement. Non, mais on est représentant un peu partout. Là, vous êtes la présidente, donc vous représentez. Fondatrice. Il y a deux autres présidentes derrière qui font un très très bon boulot. Justement, évitons d'avoir le pouvoir. On enquête de ça. Pas d'icône. Pas d'icône. Et si je peux vite dire quelque chose à nos petits jeunes, ne mettez pas de plastique au micro-ondes pour chauffer votre bouffe. La stérilité est prouvée. Surtout, et écoutez bien les conseils, c'est très important. Voilà, eh bien, je vous remercie à tous. Merci Chantal, merci Marcel, merci beaucoup Chantal, merci infiniment, merci Marcel, merci ce partage. Jean-Marc, merci à vous tous. Et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt, voilà. Et puis merci à Hugo aussi d'avoir partagé ce moment dans l'émission. À très bientôt. Riche. Au revoir. Merci.